chers téléspectateurs et auditeurs du groupe Futur Média, merci d'être avec nous dans ce débat spécialement consacré justement à cette consultation de haut niveau qui s'est tenue à Dakar, qui est en droite ligne avec le choix porté sur le concept des valeurs partagées en Afrique. Comprenez la bonne gouvernance, mais aussi des questions de démocratie. Voilà pourquoi nous allons essayer de vous proposer un débat ici à King Fahd Palace avec des invités, mais aussi des intervenants sur toutes les questions qui touchent justement la bonne gouvernance et la démocratie. Alors, j'ai sur ce plateau M. Pape Malick Fall, qui est de l'Union africaine, qui s'occupait d'une agence qui gérait les affaires des handicapés. À ma gauche, le professeur Abdoulaye Dieye, juriste, membre du conseil d'administration du Forum civil. Mais aussi dans l'assistance, nous aurons des intervenants comme Omar Diallo de la Khado, M. Michel Douti Dossiwa, Aïda Niang du PIT, mais aussi Myriam Thiam, citoyenne, qui va également essayer de se prononcer sur les questions qui sortiront de ce plateau, ici donc dans cet hôtel. Alors pour commencer, ce sera avec le professeur, le docteur Pape Malick Fall. Docteur, vous savez qu'on tient ici même à Dakar la consultation de haut niveau sur les questions de démocratie. Dakar a été choisi. Alors est-ce qu'on peut comprendre le choix porté sur la capitale sénégalaise? Merci beaucoup Mohamed. Et d'abord, permettez-moi de dire bonjour aux chers invités qui sont là et à mes chers collègues également qui sont présents devant ce panel. Et comme vous le savez, Dakar, ou plutôt le Sénégal, pays de la Teranga, et Dakar, sa capitale, ville de la Teranga, n'ont pas, à mon avis, été choisis au hasard. Parce que, comme vous le savez, le Sénégal est pays membre fondateur de l'Organisation de l'Unité africaine, qui est devenue maintenant Union africaine. Et jusqu'à présent, à mon avis, humble ami d'ailleurs, humble avis, les empreintes du père et des pères fondateurs de l'OUA, et en l'occurrence le premier président Léopold Sédar Senghor, ces empreintes sont toujours vivantes. Et donc, à mon avis, compte tenu rien que de ce facteur, nous pouvons dire que Dakar et le Sénégal n'ont pas été choisis au hasard pour abriter un tel événement. Alors, professeur, toujours sur la même question du choix de Dakar, c'est certainement une fierté si on fait un peu dans le chauvinisme, entre guillemets, positivement parlant, le fait que notre pays soit choisi en tout cas pour abriter cette rencontre. Oui, d'abord, je voudrais commencer par vous remercier de cette invitation. C'est vrai, je partage l'idée du docteur, parce que Dakar n'a certainement pas été choisi au hasard. Mais il faut se garder, je crois également, de tomber dans l'autosatisfaction. Nous verrons aujourd'hui que c'est vrai qu'il y a les points qui permettent de caractériser de démocratique un État. Il y a des élections relativement transparentes, il y a même des alternances politiques, mais il y a aussi des choses à dire, par exemple par rapport à la Charte africaine des droits de l'homme qui n'a toujours pas été ratifiée par le Sénégal. Donc c'est bien de dire que le Sénégal est un État démocratique, mais il y a aussi un bémol qu'il faut peut-être apporter en insistant sur le fait qu'il y a des insuffisances qu'il convient de combler. C'est vrai, le Sénégal est le pays où il n'y a pas eu de coup d'État militaire, c'est le pays où il y a des élections qui sont relativement transparentes, parfois non suivies de contestations violentes, mais il y a aussi à ne surtout pas tomber dans l'autosatisfaction. Dans l'autosatisfaction. Professeur, on sait que cette année 2012 est placée sous le signe du partage, en tout cas des valeurs partagées, notamment sur les questions de bonne gouvernance et de démocratie, à l'issue de l'adoption donc lors de la 16e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir comme étant fondamental un peu dans l'approche, puisque le cas qui se présente, c'est que la définition n'est pas standard.
elle n'est pas homogène. C'est une sorte de perception à qui veut comprendre, à qui veut entendre. Merci beaucoup. Et comme vous le savez, les chefs d'État africains, les chefs d'État et de gouvernement africains ont voulu faire de notre Afrique, de notre continent, un continent sans frontières. Et qui ferait donc qu'on irait de Dakar à Johannesburg, au Cap, etc., sans besoin de visa. Et cela ne pouvait être fait que par l'unification donc et l'enlèvement des barrières, des frontières qui existaient. Et de ce fait-là, on peut parler que l'Afrique a emboîté le pas pour, disons, partager des valeurs communes à l'Afrique. Et je crois que en suivant ce modèle, en suivant cet exemple, on pouvait, sans vraiment risquer de se tromper, d'entrer dans le vif de ce qu'on appelle les valeurs partagées africaines. Alors, comment est-ce qu'on pourrait les définir de façon très courte, vraiment précise? Voilà ce que pourrait comprendre l'Africain qui correspond un peu à la définition, les valeurs partagées. C'est quoi exactement? À mon avis, les valeurs partagées africaines sont des valeurs qui, de façon intrinsèque, existent et qu'il ne s'agit, à mon avis, que d'être très débrouillard et de pouvoir puiser de ces valeurs et de s'en servir comme notre, pas comme une arme, mais comme un outil de travail entre nous Africains, d'abord, avant de pouvoir nous ouvrir à d'autres continents. D'abord, commencer par notre continent, notre Afrique, et faire de ce continent notre. Ne pas dire votre continent, mais notre continent. À mon avis, il faudrait que l'on s'en approprie d'abord. Que l'on sache que nous avons ce continent qui nous est cher, qui s'appelle l'Afrique, et que nous devons nous en approprier, en être les propriétaires d'abord. Voilà. Professeur, sur cette définition, moi j'y accorde une importance capitale, puisque en parcourant un peu les archives et les textes qui ont été consacrés justement à cette affaire, un des présidents disait que nous, Africains, nous pouvons reconnaître instinctivement ce qu'ils appellent, eux, les valeurs partagées. Quand on parle d'instinct, on s'éloigne un peu du concret quelque part. Alors, à votre sens, à votre niveau, c'est quoi cette définition? Moi, je voudrais qu'on la touche et qu'on la propose aux Sénégalais. Elle consiste à quoi et qu'est-ce qu'on verrait? En fait, même au niveau de l'Union africaine, il n'y a pas eu une définition formelle des valeurs partagées. Pour comprendre les valeurs partagées, il faut partir simplement d'un fait, que les défis auxquels l'Afrique est confrontée n'ont pas été encore relevés. Donc, il y a des difficultés pour relever ces défis-là. Et pourtant, tout le monde sait que si l'on ne relève pas ces défis-là, il y aura difficilement croissance économique, stabilité et développement économique. Ces défis ont pour nom unité. Vous savez très bien qu'il y a des problèmes, même d'abord au niveau des États, unité nationale. Vous prenez l'exemple, les exemples sont là, hein, le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, on peut donner des exemples pour montrer que le défi déjà à l'intérieur des États ça pose problème, a fortiori au niveau continental. Il y a le défi de l'harmonisation des politiques, parce que ça c'est le premier pas avant d'aller vers l'intégration. Il y a le défi de la paix, de la sécurité, mais ça c'est des étapes nécessaires pour aller vers le développement. Donc on est parti du fait que ces défis-là n'ont pas été jusqu'à présent relevés. On est également parti du fait qu'il y a de tout le temps eu en Afrique, dans son histoire, des aspirations collectives, c'est-à-dire des aspirations partagées. Hein, donc évidemment, ce n'est pas statique, ça a évolué. Dans un premier temps, c'était quoi? Un peu partout en Afrique, à deux exceptions près. C'était la lutte pour l'indépendance. Donc c'était valeur partagée. Ensuite, il y a eu, si vous voulez, l'époque de l'émancipation, du développement économique. Aujourd'hui, on parle beaucoup de démocratie et de gouvernance, de bonne gouvernance. Et évidemment, vous voyez,
Et l'idée est de dire, partons de ces éléments-là, de ces aspirations qui sont partagées. Créons ces convergences sur le plan des politiques et des programmes pour au moins que ça serve de catalyseur à l'intégration africaine. Vous voyez, donc c'est ça en réalité. On peut simplement dire qu'est-ce qui se cache derrière l'idée, mais même l'Union africaine n'a pas défini formellement la notion de valeur partagée. Il faut simplement comprendre ça comme des aspirations collectives, encore une fois, des valeurs que pratiquement tous les États partagent. Il suffit simplement de visiter les constitutions pour voir quel est l'État où on ne parle pas de démocratie. Quel est l'État où on ne parle pas de bonne gouvernance? La vérité maintenant, il faut voir, est-ce que ça correspond toujours à la réalité? Le théorique, est-ce que le théorique correspond toujours à la réalité? Mais on est parti de cette idée-là pour dire, partons encore une fois de ces valeurs qu'on a en partage, pour les populariser auprès des citoyens, pour par exemple arriver à relever ces défis, surtout le défi de l'intégration continentale. C'est même au niveau du contexte, hein, l'Union africaine s'est lancée dans ce choix. C'est par rapport à ce souci d'intégration. Là, nous allons sortir de ce plateau pour aller vers le public avec Omar Diallo de la RADDHO. Alors, Omar, on vous laisse le choix, c'est vrai, de commencer là où vous voulez, mais moi je voulais, en tant que représentant de la RADDHO, est-ce qu'aujourd'hui il y a une cohérence un peu entre le choix, le contexte et les objectifs qu'on pourrait atteindre un peu en matière de bonne gouvernance d'abord? Je vous remercie, Papis, et je remercie également au passage les deux intervenants. Ce qu'il faut reconnaître de mon point de vue, c'est que aujourd'hui, il y a une conscience collective en Afrique qui exige de la bonne gouvernance. Il est vrai que l'Afrique aujourd'hui est en train d'aller vers un autre niveau de démocratisation et de bonne gouvernance. Vous n'êtes pas sans savoir que au niveau de notre continent, nous avons ce qu'on appelle la charte africaine de la démocratie, des élections et de la bonne gouvernance. Qui a été adopté en 2007, si je ne me trompe pas, et qui est entré en vigueur depuis le 15 février dernier. Et ceci montre que l'ambition est là, le souhait est là, la volonté est là. Mais dans tout cela, sur le plan théorique, il reste également la pratique. C'est là où on pêche beaucoup. Au passage, j'invite le gouvernement sénégalais à ratifier cette charte-là, ce qui n'est pas encore fait pour un pays aussi démocratique, aussi en avance sur les questions de démocratie et de bonne gouvernance. Donc, de mon point de vue, avec ce qui s'est passé en février 2011 en Afrique, avec la révolution égyptienne, la révolution tunisienne et la révolution citoyenne qui s'est passée au Sénégal, de mon point de vue, on se pose même la question, est-ce qu'il n'y a pas véritablement une crise de la démocratie représentative? Mais Omar, je vous interromps un peu. Cela me paraît un peu paradoxal qu'on puisse parler de révolution citoyenne dans un état de démocratie comme le Sénégal. Non, de mon point de vue. Parce que tout simplement, vous savez que nous vivons partout aujourd'hui dans le monde ce qu'on appelle des démocraties représentatives, où le peuple est représenté par des personnes au niveau de certaines institutions comme le Parlement et au niveau du sommet de l'État. Et cette démocratie représentative a aujourd'hui montré un certain nombre de limites. Est-ce qu'on prend en compte réellement les aspirations et les besoins des peuples? C'est la question qu'on se demande. Est-ce que ce qui n'explique pas cette réaction du peuple qui veut imposer ce contrôle citoyen qui se fait de plus en plus présent en Afrique, c'est la question pour laquelle on se dit, est-ce qu'on n'est pas en train de vivre une crise de cette démocratie représentative? C'est vrai que parfois le terme révolution peut heurter, mais il faut comprendre par là des réactions de la part des populations pour demander plus. C'est pourquoi aussi on se dit, est-ce qu'on n'est pas devant une crise de la démocratie représentative? Dans tous les cas, il faut se rendre compte qu'il y a une chose en Afrique. Nous avons beaucoup travaillé sur les valeurs qu'on appelle les valeurs universelles de la démocratie et de la bonne gouvernance, qui sont aujourd'hui des valeurs partagées partout dans le monde. Mais est-ce que nous ne devons pas changer de paradigme? Au lieu de ne plus aller vers l'appréciation des principes, des valeurs de la démocratie et de la bonne gouvernance, en donnant des appréciations soit négatives ou positives, aller vers autre chose. Et cette autre chose, c'est quoi? C'est de dire que
est-ce que nous avons les outils et les mécanismes nécessaires pour vivre réellement la démocratie? J'ai entendu dans l'élément tout à l'heure un propos que j'aime bien de la part du professeur Dieye qui disait que c'est vrai, les principes sont là, la culture démocratique pose problème, surtout le vécu démocratique. C'est là où vraiment le challenge se trouve réellement. Il faut que l'on puisse revoir, de mon point de vue, le leadership du parti politique. Parce que vous savez, en Afrique, le parti politique est quoi? C'est l'outil avec lequel on se bat pour prendre le pouvoir, mais également pour gérer le pouvoir. Et dans la plupart des partis politiques, le leadership pose problème. Les gens, certains ont une façon de voir la politique qui est tout à fait en déphasage avec la réalité des choses. Donc, ce qui veut dire que nous devons, dans une autocritique, une évaluation objective de nos mécanismes, de nos outils, revoir tous ces aspects-là. Aussi bien notre démocratie à travers certaines représentations comme les pouvoirs législatifs, le pouvoir exécutif, qui a beaucoup de force en Afrique avec le présidentialisme, le système présidentiel, qui fait que pratiquement tout le pouvoir est porté sur une seule personne. Mais également, est-ce qu'il y a réellement le contrôle? Ce contrôle du pouvoir exécutif n'est pas tout à fait réel. Mais aussi, ces partis politiques dont on parle, qui conquérir au pouvoir, est-ce qu'on ne doit pas revoir ces partis politiques en Afrique, ce système de partis politiques? Je crois qu'il y a autant de questions qui nous amènent aujourd'hui à revoir, à faire une véritable diagnostic de nos systèmes démocratique et de notre démocratie. Mais Omar, une dernière question. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que cette année 2012, vous le savez, hein, est celle des valeurs partagées? Est-ce que vous pensez que l'Union africaine a eu le bon réflexe, la bonne orientation pour justement régler ces questions dont vous avez parlé tout à l'heure? Écoutez, de mon point de vue, l'Union africaine a beaucoup fait dans le cadre de la pérennisation des acquis démocratiques. Mais vous savez, en Afrique, nous avons besoin encore de plus. Nous avons besoin davantage. Il y a des postures que l'Union africaine prenne sur certaines questions liées, par exemple, au coup d'État, qui n'est pas la même avec la CEDEAO. Ou quand il y a un coup d'État, automatiquement, on voit que la CEDEAO pose le débat, essaie d'aller vers la discussion pour qu'on rétablisse l'ordre qui a été l'ordre républicain. Tout cela, c'est des approches. L'Union africaine, de mon point de vue, est en train de faire de bonnes choses. Mais est-ce que nous ne devons pas davantage descendre au niveau de la base, c'est-à-dire l'union des citoyens? C'est la question qu'on se pose. Il y a beaucoup d'organisations qui travaillent dans ce sens-là pour qu'on puisse avoir une Union africaine partagée, où les valeurs viennent d'en bas pour monter en haut, au lieu du sens inverse. Et je crois qu'il y a un chemin à faire dans ce sens-là. Voilà, merci Omar Diallo de la RADDHO. Professeur Pape Malick, je vais un peu faire une petite digression volontairement. C'est pour représenter davantage le caractère faible de la démocratie, puisque sa finalité, certainement, reste une bonne gestion, donc une connotation économique. Alors, dans les États africains, si l'économie ne marche pas, on renvoie tout à la démocratie. Est-ce qu'il ne faudrait pas un peu revenir sur cette nécessité de départir? C'est vrai qu'il y a un lien, mais aussi, ce n'est pas fondamentalement lié. Effectivement, moi je crois que à votre question, on a deux réponses, oui et non. Parce que d'abord, économiquement parlant et politiquement parlant, je crois que c'est des notions qui s'interlinkent, disons. Alors donc, que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Donc, nous devons faire de tous les États africains, parce que l'Union africaine, comme l'a dit Diallo, Diallo, n'est-ce pas, l'Union africaine est une entité, mais comprenant l'ensemble des États membres qui ont créé donc cette organisation. Donc, quand on parle, si l'économie ne marche pas, on peut bien sûr le rejeter sur la politique, disons. Et si la politique également ne marche pas, parce que dans certains pays, on voit qu'on peut parler de l'inexistence de démocratie, ou bien on parle de démocratie entre guillemets, etc. Si ça ne marche pas également, il y a une répercussion sur les facteurs économiques et sur l'économie en général. Donc moi je crois que ce qu'il faudrait faire, c'est de créer une sorte d'équilibre, de partage des choses pour vraiment
pouvoir bénéficier et de l'un et de l'autre, à mon avis. Ouais. Professeur Abdoulaye Dieye, sur cette même question, puisque c'est vrai, hein, je vous ai parfaitement compris, mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir des cas où l'économie n'est pas entorsée un peu par la démocratie? Parce que, par exemple, sur les questions de corruption, on peut être dans un cas, je suppose, hein, dans un État où les principes de la démocratie sont réels et qu'il y ait une corruption aussi grande que l'économie ne peut pas avancer. Est-ce qu'il faut simplement mettre l'accent sur le fait que les principes de la démocratie sont réels? Parce que moi, je fais toujours le départ entre ce qui est prévu dans les textes et ce qui est vécu, encore une fois. C'est ça qui est important. Parce que si on devait se limiter simplement au texte, on s'arrête, on dit il n'y a pas État plus démocratique que les États africains. Regardez les constitutions des pays africains. Il y a tout. Il y a toutes les normes caractéristiques d'un État démocratique. Il y a tout. Vous voyez, toutes les libertés sont garanties. Tous les droits sont proclamés. Partout, la justice est indépendante et impartiale. Partout, il y a une séparation des pouvoirs. Est-ce que c'est ça qu'on vit véritablement? Et dans toutes les constitutions, la souveraineté appartient au peuple. Est-ce que c'est ce qu'on vit? Donc, il faut, moi, je crois, dépasser, encore une fois, l'aspect principe, l'aspect formel de la démocratie, et essayer de faire en sorte qu'on vive véritablement la démocratie. Et tant qu'on n'aura pas ça, on sera toujours dans le virtuel en disant on est démocratique. Et ça, c'est à tous les niveaux. Aussi bien au niveau, par exemple, de la gestion des ressources publiques, que de l'obligation de rendre compte, que également au niveau de la décentralisation. Vous vous limitez au texte, vous dites, regardez le contexte du Sénégal. Le Sénégal est pratiquement le pays où, dans la Constitution, en tout cas la lutte contre la mauvaise gouvernance, pour la transparence dans la gestion des biens publics a été érigée en dogme constitutionnel. Ça, c'est prévu dans la Constitution. Vous verrez rarement dans une Constitution cela. Mais regardez ce que nous vivons aujourd'hui avec pratiquement le procureur spécial qui est pratiquement en train de faire ses auditions. Parce qu'il y a eu tellement en tout cas de soupçons, de malversation, d'affaires, qu'on se demande finalement quelle est la portée d'avoir mis dans la Constitution de 2001 ça, à savoir la bonne gouvernance, la gouvernance vertueuse. Donc c'est simplement pour vous dire qu'il faut, pour moi, faire le départ entre ce qui est prévu dans la Constitution et ce que l'on vit. Si véritablement on vivait ce qui était prévu dans la Constitution, il n'y aurait pas cette hypothèque sur la paix en Afrique. Parce qu'encore une fois, tout vient des élections. Et regardez tout ce qui se passe après les élections ou bien avant les élections. Mais parce qu'on n'est pas conscient du fait que le pouvoir appartient au peuple. Si on était conscient que le pouvoir appartient au peuple, on considérerait l'élection comme simplement un moyen, en tout cas un moment où le peuple qui avait délégué sa souveraineté à un groupe reprend sa souveraineté pour déléguer encore cette souveraineté à un autre groupe. Ça, il n'y a pas besoin de lutter pour ça. Mais au lieu de cela, d'avoir cette compréhension-là, on va tout faire, on va se lancer dans le tripatouillage des textes pour demeurer. Donc en fait, on ne croit pas que la souveraineté appartient au peuple. Donc vous voyez bien qu'il faut, pour moi, dépasser cet aspect formel des choses pour vivre la démocratie. Ça va nous servir de transition puisque dans le programme, en tout cas dans la stratégie de l'UA, il y a une partie qui est consacrée à l'appropriation du citoyen pour donc s'imprégner et s'engager. Donc c'est au niveau de la perception. Nous avons fait le tour de Dakar et avons interrogé quelques Sénégalais. Ça peut servir de baromètre, hein, oui. Puisque nous sommes dans l'espace africain. Tout de suite, le micro-trottoir qui revient sur la perception de la bonne gouvernance et de la démocratie dans nos États africains. Tout de suite, nous suivons l'élément. En Afrique, bon, dans l'ensemble, on peut juger ça négativement. Franchement, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de bonne gouvernance. Vu la corruption, il y a la corruption, il y a... Tout ça, ça fait partie de la mauvaise gestion des affaires publiques. Vous voyez, si les deniers publics ne sont pas bien répartis, tu vois, les gens auxquels on confie les deniers publics, la gestion de l'État, ils se servent toujours de l'État, mais ils ne servent pas l'État. Donc c'est là où le bas blesse, c'est là où ça ne passe pas bien. En Afrique, personnellement, il n'y a pas une bonne gouvernance. La bonne gouvernance, je pense que ça fait défaut. Puisque vraiment, en voyant la gestion vraiment des États africains, vraiment, on peut dire qu'il n'y a pas de bonne gouvernance en Afrique. Oui, il n'y a pas de bonne gouvernance. Et pour ce qui est de la démocratie, bon, je pense que
en Afrique, le Sénégal en est un exemple patent. Aujourd'hui, le Sénégal, vraiment, on peut dire que c'est un État démocratique, vu l'évolution des élections qui, d'ailleurs, se termine toujours par une évolution démocratique du Sénégal. Donc, on peut dire qu'au Sénégal, il y a la démocratie. Donc, voyant cela, on peut en résumé dire qu'en Afrique, il y a bel et bien la démocratie, mais c'est une démocratie vraiment à distinguer de d'autres pays. Mon point de vue, en ce qui concerne la démocratie, donc pour l'Afrique, moi je me dis que donc il y a un problème parce que c'est un concept qui est à chaque fois qu'il y a des élections, donc on voit qu'il y a toujours des contestations qui ont été faites. C'est comme si donc nous en tant qu'Africains, on ne peut pas nous-mêmes régler notre problème parce qu'il y a souvent donc les observateurs européens qui sont là à nous consulter, à faire des observations. Il y a toujours des contestations, donc il y a le problème donc du Mali qui est là. On a vu ce qui s'est passé avec Kadhafi, donc il y a énormément de problèmes. Donc s'il n'y a pas de démocratie, moi je ne dirais pas qu'il peut y avoir une bonne gouvernance au Sénégal. Donc au Sénégal, il y a beaucoup de problèmes qu'il faut revoir. Donc moi je me dis qu'il n'y a pas de bonne gouvernance ni de démocratie. C'est des concepts qu'il faut, par exemple, qui restent à revoir donc ici en Afrique. S'il y a trop de problèmes, surtout quand il s'agit d'élections ici en Afrique. Donc moi je me dis qu'on est toujours sous la colonisation des Guinéens. Voilà, donc nous avons suivi ce micro-trottoir qui revenait un peu sur la perception de la démocratie. C'est l'occasion d'interroger Michel Douti, Monsieur Douti donc d'Osiwa. Alors, si vous souhaitez donc commenter l'élément d'abord, ou on va directement à la question qui vous est destinée. Vous souhaitez... Juste un petit mot sur... oui. Avant d'avancer. Nous qui travaillons sur les questions de gouvernance et de démocratie, il nous est quand même loisible de pouvoir ajouter et reconnaître que le Sénégal a fait des avancées énormes. Parce que le Sénégal vient d'entrer dans le club assez restreint de ces pays de l'Afrique de l'Ouest qui ont réussi ce que nous appelons la double alternance. Parmi ces pays, je peux en citer le Bénin, le Ghana et le Cap-Vert. C'est-à-dire que des pays qui ont réussi à obtenir 2 alternances successivement. Et donc le Sénégal fait partie de ce club restreint-là. Il faudrait quand même le reconnaître. Mais en même temps, nous faisons une distinction nette entre alternance politique à la tête de l'État et la démocratie, qui est une notion beaucoup plus vaste et beaucoup plus exigeante que la simple alternance. Comme on le dit, la simple accumulation d'un tas de briques ne fait pas une maison forcément. Il faut quelque chose qui est au soubassement d'une maison bien conçue et qui est habitable par tout le monde. Ceci dit, je voudrais juste réagir à la dernière intervenante ici, au micro-trottoir, qui a dit que partout en Afrique, on a toujours besoin des observateurs, pour juste souligner que pour la première fois, nous aurons des élections dans un pays africain où il n'y aura pas d'observateurs de l'Union européenne, c'est le Ghana, qui se prépare à organiser les élections le 7 décembre. Et pour la première fois, l'Union européenne a fait une déclaration en disant que, vu le niveau de confiance qu'il y a au niveau de la commission électorale, elle ne pense pas que ça soit nécessaire d'envoyer des observateurs. Le Ghana s'est affranchi. Le Ghana s'est affranchi sur la question de l'alternance et de l'organisation des élections. Ceci ne veut pas dire que le Ghana est forcément un modèle de démocratie qui a beaucoup d'autres exigences en termes de lutte contre la corruption, en termes de participation citoyenne, en termes d'égalité de droits entre hommes et femmes. Et donc, c'est beaucoup plus vaste que ça. Alors, ceci dit, je voudrais revenir un peu sur ces questions de valeurs partagées. Quand j'ai regardé plus ou moins le document qui a été produit, j'en suis arrivé à recenser environ 46 mécanismes, protocoles, traités et déclarations qui ont trait aux droits humains, à la gouvernance politique, avec un accent sur la question des élections et du bannissement des coups d'État, la question de la gouvernance économique qui met un accent sur la lutte contre la corruption, et la question du genre, les enfants, les réfugiés, la décentralisation, ainsi de suite. Et donc, près de 50 de ces mécanismes-là
sont inscrits dans ce que l'Union africaine appelle les valeurs partagées. Mais quand on regarde ces valeurs partagées, j'en suis arrivé à une conclusion qu'il manque quelque chose de fondamental. Il n'y a pas une valeur partagée qui est relative à la libre circulation des personnes et des biens sur le continent africain. Ce qui est une énorme insuffisance dans la mesure où il est connu que les Africains se déplacent énormément. Mais est-ce que la libre circulation dont vous parlez n'intègre pas le volet de l'intégration, qui est, je crois, assez vaste un peu? Exactement, ça peut intégrer et comprendre le volet de l'intégration. Mais quel est le niveau d'intégration que nous avons en Afrique? Et donc, je suis arrivé à la conclusion que c'est délibérément qu'on n'est pas arrivé à ça parce qu'il y a beaucoup d'entités sous-régionales qui ne sont pas encore arrivées à ce niveau de libre circulation des personnes et des biens. Nous, on peut se réjouir au niveau de l'espace CEDEAO, où je peux partir du Sénégal au Nigeria sans avoir besoin d'un visa. Mais en même temps, le Camerounais ne peut pas aller en Guinée équatoriale sans avoir besoin d'un visa. Et pourtant, on peut aller par la route ou bien en marchant. Et donc, vous voyez que ces pays-là, les différentes entités qui composent l'Union africaine ne sont pas à un même niveau. Ce qui m'amène justement à poser la question de devrions-nous parler plutôt de valeurs partagées ou de valeurs à partager. Je suis extrêmement rigoureux là-dessus parce que qu'y a-t-il de commun entre le Sénégal et la Gambie ici en matière d'élection? Qu'est-ce qu'il y a de commun? Qu'est-ce qu'on peut partager? Qu'y a-t-il de commun entre la Guinée-Bissau et le Cap-Vert, qui tous deux sont des pays d'expression lusophone qui ont atteint et qui ont eu leur indépendance la même période, mais en matière de gouvernance? Le Cap-Vert est aujourd'hui entré dans le club très serré des pays qui sont à revenus intermédiaires. Mais en même temps, la Guinée-Bissau est encore à un niveau où l'État même n'existe plus et que on se plaît à dire que c'est un narco-État. Et donc, on se retrouve dans une situation où on est satisfait des valeurs qu'on continue par édicter chaque jour. Mais quel est le niveau de mise en œuvre de ces valeurs-là que nous jugeons partagées? C'est pour ça que je crois qu'on devrait plutôt l'inscrire dans une perspective d'avenir. Quelles sont les valeurs à partager si on veut se considérer comme étant un État ou un citoyen de l'espace de l'Union africaine? Voilà, Michel Douti, merci d'Osiwa. Aujourd'hui, je prends la balle au rebond et nous en sommes donc au terme de cette année. Nous sommes au mois de décembre. Les valeurs partagées donc étaient consacrées à cette année. Aujourd'hui, professeur, quels sont les résultats que vous avez pu identifier concrètement? Qu'est-ce que cela a donné aujourd'hui aux Africains? Moi, je crois que notre ami a parfaitement raison. Et j'ajouterai tout simplement que pour partager, il faudrait d'abord avoir une certaine chose à partager. Et ensuite, il faut être plus d'un. Parce qu'il faut être au moins deux pour pouvoir partager quelque chose. Et donc, nos valeurs africaines, nous les avions bien avant la colonisation. Rien que pour parler de la libre circulation des biens et des personnes à travers le continent, cela existait avant l'arrivée, avant l'entrée des colonisateurs. On pouvait aller de Dakar à Djibouti, on pouvait aller de Rabat ou bien de façon en Afrique noire jusqu'au Cap, etc. On parle de la ligne Bulawayo qui est une ville du Zimbabwe au Cap où les gens circulaient sans même avoir besoin de visa, etc. Donc, ce n'est qu'après l'entrée du colonisateur, de la colonisation, et qu'il y a des frontières, il y a des langues lusophones
anglophones, francophones, arabes, portugais, etc., que l'on parle maintenant, qu'on nous exige de pouvoir circuler librement, ou qu'on nous exige qu'avant de pouvoir aller d'un pays A à un pays B, il faut un visa. Si on n'est pas francophone de l'Afrique centrale, on ne peut pas aller en Afrique de l'Ouest sans avoir le visa. Donc, moi, je crois que, comme l'a dit Diallo également, je crois qu'il a parlé de l'existence. Est-ce que les outils et les mécanismes existent? Je crois que ces outils et ces mécanismes existent, mais qu'on en a fait des choses de musée, disons, qu'on ne les utilise pas à bon escient. Ce que nous devons faire, c'est de les aiguiser, d'en faire des outils vraiment sharp, des outils qu'on peut utiliser pour pouvoir atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Et sans cela, on parlera toujours de la démocratie au Sénégal, de la démocratie au Ghana, en Afrique, etc., etc. Mais il y aura toujours l'œil du maître, et le fait de parler du principe du bien faire et du laisser dire n'existera pas. Il y aura plutôt le bien dire et laisser faire, je crois. Voilà. Merci, Pape Malick Fall. Professeur Abdoulaye Dieye, je vais revenir un peu sur notre pan, hein? Parce que nous sommes dans un faisceau apparemment, hein? On peut tirer dans tous les sens. C'est la notion de paix aujourd'hui. De paix, la paix, avec sa symbolique, son importance, la nécessité qu'il y a aujourd'hui à être dans la stabilité. On a beau parler de démocratie, de bonne gouvernance, mais un flot en Afrique reste également la paix. À côté des conflits post-électoraux, c'est récurrent, les questions de paix. Quelle est l'analyse que vous devrez en faire aujourd'hui et quelle orientation l'Union africaine, justement, devrait prendre à côté de ces valeurs partagées, en faire justement un soubassement pour une intégration déjà, un développement durable? Je vous remercie, j'en ai parlé au début. Je vous disais que parmi les défis que l'Afrique a du mal à relever, il y avait le problème de la paix. Parce qu'encore une fois, sans paix, sans sécurité, il est difficile de songer à aller vers le développement. Parce qu'encore une fois, tout ça c'est lié. Il suffit simplement de prendre des exemples concrets. Regardez ce qui se passe aujourd'hui au Mali. Quel est l'investisseur qui va venir mettre son argent dans ce contexte-là, au Mali en général et au nord du Mali en particulier? Quel est l'investisseur qui va venir, par exemple, faire de gros investissements au sud du Sénégal, en Casamance, avec le problème de... Vous voyez, encore une fois, on ne peut pas occulter ces défis-là qu'il faut relever si on veut aller vers la croissance économique, vers la stabilité économique, vers le développement. Et c'est en ce sens que, au niveau de l'Union africaine, on a développé la notion de valeurs partagées. Parce que je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, les valeurs qu'on a tous presque en partage, même si, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, dans la réalité, il y a des choses à dire, c'est la démocratie, c'est la bonne gouvernance. Et il s'agit de dire, créons cette convergence au niveau des politiques et des programmes pour au moins que ces valeurs-là servent de catalyseur à l'intégration africaine. Et ça intègre effectivement, comme vous dites tout à l'heure, la préoccupation de représentants de OCOA ici. Mais malheureusement, il y a toujours, encore une fois, cet écart-là qui ne nous permet pas d'aller vers la réalité des choses. Et vous l'aviez également tout à l'heure posé comme question, pour quel résultat l'année des valeurs partagées? On ne peut quand même pas dire qu'il n'y a pas de résultat, parce que, encore une fois, ça a été développé lors du sommet de 2011, le 16e sommet des chefs d'État et de gouvernement. Le thème c'était les valeurs partagées. La déclaration qui a été faite, c'était l'année 2012, valeurs partagées, mais on se rend compte que ça a au moins permis de la ratification de la charte africaine. Parce qu'encore une fois, quand on l'a signée en 2007, il fallait 15 ratifications pour que cette charte entre en vigueur. Les États ont traîné les pieds. Les États ont traîné les pieds. Je ne dis pas que c'est justement parce que... Mais en tout cas, on s'est rendu compte qu'il y a une implication de la société civile qui a quand même pris des initiatives et ça a donné le résultat que l'on sait. Aujourd'hui, on a les 15 ratifications qui font que cette charte-là est devenue opérationnelle. Il y a aussi le mécanisme d'évaluation par les pairs, le mécanisme africain, qui a été également
l'initiative date de 2003. Il y a eu des adhésions. Et vous pensez aujourd'hui que la ratification de la charte africaine peut régler la question? Ça ne peut pas régler la question, parce que je vais vous dire, ça ne peut pas régler la question parce que si vous, moi je prends toujours l'exemple de la Mauritanie. Quand on a signé, le premier pays à avoir ratifié, c'est la Mauritanie, mais le premier pays à avoir violé la charte, même si c'est pas encore opérationnel, c'est la Mauritanie, parce qu'il y a eu un changement anticonstitutionnel. Donc vous voyez bien que c'est la problématique que je posais tout à l'heure entre les textes et ce que l'on vit véritablement. Parce que dans la charte, il est banni les changements anticonstitutionnels, les coups d'État. Est-ce que c'est pas peut-être parce que c'est à cause de ces éléments-là que certains États hésitent à ratifier? Parce qu'encore une fois, sur plus de 50 États, on a eu des difficultés pour avoir les 15 ratifications nécessaires pour son entrée en vigueur. Et paradoxe, les États dits démocratiques n'ont pas ratifié. Dans le disais tout à l'heure, le Sénégal n'a pas ratifié la charte. Le Mali n'a pas ratifié la charte. Donc vous voyez bien qu'il y a un problème. Parce que quand on dit quels sont les États démocratiques, le Sénégal généralement dit moi. Quand on dit il faut ratifier pour que ça entre en vigueur, le Sénégal traîne les pieds. Pourquoi, justement, quel serait le piège que le Sénégal voudrait peut-être... Je rappelle que vous faites partie des gens qui ont rédigé la charte. Alors vous êtes la personne ou la voix autorisée. Qu'est-ce qui constituerait un peu un danger pour le Sénégal, vu la configuration dans laquelle nous sommes, nous Sénégalais? Qu'est-ce qui pourrait constituer un danger qui fait qu'aujourd'hui, que l'État du Sénégal n'a pas ratifié? Ça, c'est une question. Moi, je n'ai pas de réponse à cette question. Je vous assure, parce que, bon, je n'ai pas dirigé, mais j'ai fait partie des éléments de la société civile qui sont réunis à Pretoria pour au moins essayer de comprendre. On pouvait comprendre par rapport à certains pays, mais pour le Sénégal, des pays comme le Sénégal, on ne pouvait pas comprendre. Il y a eu des initiatives. La dernière initiative a consisté à faire venir des parlementaires de 13 pays pour au moins essayer de comprendre qu'est-ce qui justifie, expliquer cette hésitation à ratifier. Mais quand on regarde la charte, quand on regarde les principes de la charte, les normes, on se rend compte que pratiquement toutes ces normes-là, tous ces principes se retrouvent dans les constitutions. Et voilà pourquoi on ne peut pas comprendre pourquoi les États hésitent à ratifier la charte. On ne peut pas comprendre. Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Il y a toujours cet écart entre ce qui est prévu et ce qui est vécu. Parce que tant que c'est dans la Constitution, c'est dans l'ordre interne. Mais dès l'instant qu'on ratifie maintenant et que, par exemple, on transpose certaines dispositions qu'on voit dans la charte, il y a peut-être que la possibilité d'être au banc des accusés sur le plan africain. Je dis, c'est peut-être ce qui... Parce que moi, je ne me l'explique pas. Je ne vois rien dans la charte qui puisse gêner véritablement le Sénégal et puisse empêcher le Sénégal de ratifier cette charte. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Voilà, on va progresser un peu. On va repartir au niveau du public avec Madame Aïda Niang du PIT. Le Sénégal ne soit pas justement un modèle de démocratie. Vous êtes sénégalaise, j'imagine. Vous comprenez comment le système fonctionne ici. Alors certainement qu'un dirigeant de l'Union africaine pourrait regarder cette émission, ou un dirigeant sénégalais, qu'est-ce qui pourrait être conçu comme étant peut-être le remède pour qu'on soit un modèle véritable de démocratie? Disons premièrement qu'il y ait la volonté. Deuxièmement, que dans un pays comme le Sénégal, où on met en place une structure de cours de l'enrichissement illicite, que cela ne soit pas quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire qu'il puisse y avoir une communication entre les gens de la société civile et les politiques. Et je pense que c'est ça qui peut nous aider à avancer. Déjà, la plupart du temps, on voit que les uns pensent que les autres sont moins honnêtes que ceux de la société civile. Et je pense que c'est cette communication que peut-être que nous avons eue au sein du M23, si le gouvernement pouvait le continuer avec les gens peut-être du Forum civil, de la RADDHO et tout ça, cela pourrait nous permettre d'impulser et de faire des propositions. Comme on le dit, le pouvoir par le peuple et pour le peuple. Et à un moment donné en Afrique, on a vu que le peuple, on ne l'entendait pas, que les gouvernants ne prennent pratiquement pas en compte ce que le peuple vit et ce que le peuple veut. Et c'est la raison pour laquelle, quand on entend les étudiants, on ne peut pas leur en vouloir de dire qu'il n'y a pas de démocratie. On ne peut pas leur en vouloir de dire que les politiques ne sont là que peut-être pour leur poche et pour des avantages qu'ils sont en train de voir. Parce que pour les régimes qui ne sont pas faits, et je remonte à 1960, excusez-moi de prendre l'exemple du Sénégal, on voit qu'ici au Sénégal, par exemple, c'est la politique qui est un peu le raccourci pour se faire de l'argent ou le raccourci pour se faire un nom. Et c'est ça qui fait que la population n'a plus confiance au peuple et c'est ce qui fait qu'il y a une révolution citoyenne. Maintenant,
la charte de bonne gouvernance signée pour l'Afrique. Je pense que cela, les gens pourraient le prendre comme quelque chose qui les pousserait à faire des résultats et ils devront rendre compte. Et c'est là où nous devons en arriver et pousser le gouvernement sénégalais à se dire qu'on peut se prévaloir d'être démocratique, mais il y a des préalables. Raison pour laquelle tout à l'heure, quand le professeur a parlé de la théorie et de ce que de ce que nous vivons, il y a une grande différence entre la théorie et la pratique. Et raison pour laquelle, tout à l'heure, vous m'excusez de prendre cet exemple-là, quand on voit qu'il y a un directeur au Sénégal qui dit que j'ai pris la fille d'un ministre parce qu'il me l'a demandé, où est la transparence? Et cela nous pousse encore une fois à ce que les Africains ne pourront plus jamais avoir confiance à leur gouvernement parce qu'on voit ces genres de pratiques-là. Ce qui fait que les valeurs-là ne sont pas encore partagées. Il y a certainement des dérives, Madame Aïdania. Merci pour cette intervention. Nous ne sommes pas loin de la fin de l'émission, malheureusement. S'il y a une autre intervention, ah oui, c'est vrai, nous allons terminer avec Myriam Thiam pour revenir au plateau et boucler cette émission avec le professeur Abdoulaye Dieye et Pape Malick Fall. Madame, vous avez la parole. Bonjour, merci. Vous avez failli m'oublier. Oui, moi je voudrais revenir un petit peu sur la notion de valeur, parce qu'on a beaucoup parlé de valeur depuis le début de votre émission. Ce que je déplore un petit peu, c'est qu'on en est resté aux valeurs, on va dire institutionnelles, à ce qu'on attend de nos institutions. Et je crois qu'aujourd'hui, dans nos pays, un des premiers problèmes qu'on a, c'est les valeurs intrinsèques à l'intérieur du pays. En quoi croyons-nous? Qu'est-ce qui est important pour nous? Et pourquoi voulons-nous nous battre? Si aujourd'hui, certains textes ont du mal à passer, c'est peut-être parce que les peuples qui sont quand même au départ les premiers concernés n'ont pas une vraie connaissance et une vraie appropriation de ces textes-là. Bien sûr, tout le monde ne peut pas légiférer. Il faut des spécialistes pour ça, bien sûr. Mais il faut que nous arrivions à faire redescendre cette information au niveau du petit peuple, hein, et aucun mépris dans l'adjectif, au niveau du petit peuple, pour que le petit peuple et les autres se reconnaissent dans leur gouvernement. Si aujourd'hui on a des problèmes, y compris à fusionner avec d'autres pays africains, c'est parce que quelles sont, au fond, les valeurs qui nous fondent. On parle de beaucoup de choses. C'est vrai que le Sénégal est un pays, et je m'en félicite en tant que Sénégalaise, où on pourrait presque dire que tous les textes existent. Il y a plus de 20 ans, j'ai discuté une fois avec un investisseur qui me disait « c'est un vrai bonheur de venir au Sénégal par rapport à d'autres pays africains, parce que quand vous voulez monter quelque chose, les textes existent. Vous n'imaginez pas ce que c'est dans d'autres pays, parfois, de vouloir monter quelque chose et qu'il n'y ait pas les textes. Donc nous avons les textes. Mais ce qui nous manque, je crois, et les événements de ces dernières années l'ont montré, c'est redescendre au niveau de nos populations, quels que soient les pays concernés. Voir quelles sont nos valeurs, quelles sont ces valeurs que nous devons continuer à défendre, certaines valeurs dont nous avons hérité, d'autres qu'il faut peut-être dépasser. Mais je crois que le fondement, et si aujourd'hui nous avons des pieds d'argile, je pense que ça part de ça. Voilà. Et voilà. Comme tout un chacun s'est présenté, moi je ne suis pas mandatée par mon mouvement, mais moi je fais partie de Tara Autem. Merci. En tant que citoyenne, merci Madame Myriam Thiam, donc le dernier intervenant. Avant de boucler, nous sommes rattrapés malheureusement par le temps. Monsieur, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je me présente, c'est Ibrahim Magnan, du laboratoire de prospective et de sciences des mutations. Donc moi, en fait, je voudrais revenir un peu sur les propos du professeur Dieye. Parce qu'en fait, je pense que de prime abord, il faudrait que l'Union africaine définisse en fait ce que c'est en fait les valeurs partagées. Donc c'est sur ça, en fait, nous pourrons définir des objectifs et se dire que ces valeurs, nous devons en fait de se les partager en tant que pays africain. Donc l'Union africaine, à mon avis, n'a pas le droit de continuer en fait à prêcher en fait dans le désert. Parce que quand on analyse bien en fait le fond du problème, c'est que si nous prenons l'exemple du Sénégal, qui est la Gambie à ses côtés, et que ces deux pays qu'on dit que ce sont des mêmes peuples et qu'ils ne partagent pas les mêmes valeurs, des valeurs aussi élémentaires que la démocratie, ça, à mon avis, pose problème. Maintenant, moi, ce que je voudrais suggérer pour l'Union africaine, parce qu'un chercheur comme Alexis de Tocqueville, quand il a analysé en fait les questions de la démocratie en Amérique,
il a trouvé que la démocratie en Amérique a trouvé en fait des points et qui lui permettaient de pouvoir s'épanouir. Et sur ces points, en fait, Alexis de Tocqueville a parlé de l'état social anglo-américain. Donc je pense que pour analyser la démocratie et voir en fait les obstacles qui posent problème au niveau du continent, il faudrait que l'Union africaine en fait invite les chercheurs à venir en fait réfléchir sur ces questions-là. Pourquoi au niveau africain il y a des blocages dans des pays et il y a des avancées dans d'autres? Je pense que c'est à ce niveau qu'on pourrait permettre en fait d'avancer ces questions de valeurs partagées, parce que l'état social prend en compte la morale, prend en compte les lois, l'équité et un ensemble de phénomènes qui permet en fait un épanouissement de la démocratie sur le continent. Donc c'est ce que j'avais à ajouter. Je vous remercie. Voilà, merci pour votre contribution. Alors nous allons boucler cette émission. Moi je commence avec le professeur Pape Malick Fall avant de boucler avec notre grand frère Abdoulaye Dièye. Nous sortons d'une année consacrée au partage des valeurs, aux valeurs partagées. Il y a certains pays qui ratifient, d'autres qui ne le font pas. C'est pour invoquer un peu les sanctions, hein, l'Union africaine en tant qu'institution qui gère justement les États. On est sorti du partage des valeurs. Est-ce qu'on ne doit pas attaquer 2013 avec l'application des textes, ou en tout cas l'année de la rigueur sur le respect des engagements de tous les États africains? Merci beaucoup. Moi, je voudrais revenir un peu sur ce qu'a dit notre collègue Dièye sur la non-ratification de la charte, etc., par certains pays qui ne le voudraient pas, ou en tout cas qui pensent que le moment n'est pas encore venu de le faire. Je crois que le fait que la charte n'ait pas été ratifiée par certains pays est dû tout simplement à des ponctuations. Une virgule qui est mal placée ici, un point qui n'est pas bien ici, ou bien au problème de chapitre, etc., etc. Ça ne me convient pas ici. Si on mettait Jean au lieu de Paul, etc., je vais ratifier. C'est ce qui fait que il y a une sorte de lenteur, une sorte de, disons, de retard, qui fait que certains pays sont en retard par rapport à d'autres sur la ratification. Mais en venir, vous savez que lorsqu'un document a une force probante, lorsqu'un document entre en vigueur, ce n'est qu'à ce moment-là que on peut parler de sanctions par rapport à la non-ratification ou par rapport, en tout cas, à la non-exécution de certains de ces chapitres. Donc, à mon avis, il faudrait faire d'abord plaider pour que les pays qui ne l'ont pas encore fait, qui soit ils l'ont oublié ou bien ne l'ont pas pensé encore mûr, pensent à le faire d'abord, à ratifier, et par le dialogue, par le jeu du dialogue, de la démocratie, etc., etc., lorsque nous en serons à un point où tous les pays africains parleront le même langage, je crois que nous serons les vainqueurs. Professeur, la question est valable pour vous, avant de glisser un peu plus loin, qu'on en soit à l'année de la rigueur, hein, pour qu'on sente un peu l'Union africaine. Et une autre préoccupation, elle est personnelle un peu, ça prend le prétexte donc, de la crise au Mali. On parle de plus en plus d'institutions sous-régionales comme la CEDEAO. Est-ce qu'il n'y a pas de risque que cela fragilise un peu l'Union africaine qui est dans une sphère beaucoup plus importante? Je vous remercie. Mais avant de revenir à cette question, je voudrais simplement, compte tenu des interventions tout à l'heure de la salle, je ne cherche pas à dédouaner l'Union africaine. Hein. Il ne s'agit pas de trouver des valeurs à partager, mais c'est expliquer un peu la notion de valeur partagée. J'ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de définition formelle, mais on connaît l'idée derrière cette notion de valeur partagée. On part d'un constat, parce que ce qu'on recherche à réaliser, c'est l'intégration africaine, c'est l'unité de l'Afrique. Deux éléments importants, l'intégration, l'unité. Donc l'idée est de dire, est-ce qu'il y a des principes, il y a des normes, il y a des valeurs que tous les États, c'est les aspirations, tous les États disent démocratie,
bonne gouvernance. Donc l'idée est de dire, créons des convergences au niveau des politiques et des programmes à ce niveau-là pour hâter l'intégration. Vous voyez bien, c'est ça l'idée. Il ne s'agit pas de dire, voilà, c'est des valeurs que nous allons partager, mais on part du fait que ça, c'est encore une fois, c'est des aspirations collectives. Et comme je t'ai expliqué au début, tout au long de l'histoire, il y a eu ces valeurs-là, mais ça a changé au cours de l'histoire. L'indépendance, émancipation, aujourd'hui c'est ça, démocratie, bonne gouvernance. Et donc c'est ça l'idée qu'il faut expliquer. Mais vous voyez, pour répondre à votre question, en réalité, la finalité de tout ça, c'est l'intégration continentale. Mais l'intégration continentale peut se réaliser à partir d'abord de l'intégration sous-régionale. Ça facilite les choses, quoi. Ça facilite les choses parce que c'est pas forcément antinomique. Et c'est là où on comprend la pertinence quand même de cette idée de valeur partagée, en tout cas de la notion de cette idée de valeur partagée. Ce serait difficile avec pratiquement ces États qui ont des politiques différentes, qui ont des situations différentes. Parfois, la sécurité n'est pas assurée, parfois la paix pose problème. Il y a des niveaux de développement, des niveaux inégaux de développement. Donc, il faut au moins créer des éléments de convergence, des politiques, en matière de politique, en matière de programme. Et c'est là où l'idée de partir de ces valeurs-là, de ces valeurs qui sont partagées, peut peut-être aider à créer cette osmose-là, à créer cette unité et cette intégration africaine. Mais encore une fois, pour moi, le fait qu'on passe d'abord par l'intégration sous-régionale ne pose pas de problème. Il n'y a pas de risque que c'est la meilleure formule possible pour réussir l'intégration. En tout cas, ce n'est pas forcément antinomique. C'est pas forcément antinomique. Voilà, merci professeur Abdoulaye Dieye, merci à Pape Malick Fall, merci à Michel Douti, Aïda Niang, Omar Diallo et Madame Myriam Thiam, qu'on n'a pas oublié heureusement. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Excellente suite des programmes sur les chaînes et télé du groupe Futur Média. Merci à tous.